commencer. Bon. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler RH et agilité. Et oui, c'est pas incompatible. Avant ça, d'abord un grand merci à Agile en Seine et puis à tous les partenaires qui contribuent à cet événement et sans lesquels on ne serait pas là aujourd'hui, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc merci à eux et à vous. Parlons RH donc. Mais avant de parler RH, il faut qu'on se pose une question. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là-dedans? Ça, en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce que je vois tous les jours dans les transformations que j'accompagne. On est en train d'essayer d'optimiser un moteur, une usine de fabrication, mais on a oublié de prendre en compte tout ce qui va autour de ce moteur, à savoir le châssis de notre magnifique 2 chevaux. On aura beau mettre le plus beau moteur du monde, je ne suis pas sûr qu'on la fasse aller à 300 km/h. Mais peut-être qu'avant de rentrer dans ça, il faut qu'on se présente. Voilà. Combini, vous connaissez les interviews Combini. Je vous propose qu'on fasse connaissance. Et puis voilà, 14 h, on est en phase de digestion, donc on va vous faire participer un petit peu. Alors, qui est plutôt RH dans la salle? Pas tant que ça. Ah, il y en a quelques-uns. Je me sens moins seule avec 2 mains levées. Agile? Ah. Ah. J'ai plein de copains. Je vois ça. Mais moi, je vais m'en faire plein aussi. J'en suis sûr. Donc moi, je suis Linda Cruau, DRH de UTEC. UTEC, la DSI du groupement coopérative U. Donc DRH de cette entité depuis 3 ans. Et moi, je suis Thomas Chopin, je suis coach agile. J'ai intégré les équipes de la coopérative il y a 1 an. Et j'accompagne aujourd'hui l'équipe RH dans sa transformation. Et c'est de ça dont on va vous parler. Voilà. Continuons sur ce Combini. Qui est plutôt sprint? Endurance. Ah, quoi? Si on dit autonomie ou collectif? Ah, plus de collectif. Moi, je dirais autonomie au service du collectif. On la retiendra, elle n'est pas mal. Présentiel. Présentiel. Ah. Ou télétravail. Ah. Il y a un peu plus de débat. Ouais, il y a un peu des deux. C'est partagé. Ouais, c'est partagé. Framework. No framework. Ah, j'ai plein de copains. Moi, j'ai pas voté. Je fais pas de dev. Ok. Allez, la dernière. Plutôt Scrum ou plutôt Lean? Ah, c'est partagé. Ouais. Plutôt Linda. Alors, moi, c'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt un peu des deux. Ah. Parce que nous, pour le coup, c'est plutôt amélioration continue. Quand on vous parle d'agilité au service des ressources humaines, c'est d'amélioration continue qu'on va vous parler aujourd'hui. Et oui, finalement, avant d'essayer d'adopter un framework, ce qu'on a cherché à faire, c'est partir de la notion la plus essentielle de toutes ces transformations, et on a opté pour l'amélioration continue. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui quand on va parler d'agilité des équipes. Commençons. Alors, un peu de contexte. Donc, un peu de contexte. Notre secteur d'activité, c'est la grande distribution. Donc, comme je vous le disais, UTEC, c'est la DSI de coopérative U, anciennement Système U. C'est une entité qui fait environ 600 collaborateurs et qui a une direction des ressources humaines de 12 personnes. Secteur de la grande distribution, comme d'autres secteurs, et je pense que quand si je vous parle de compétitivité, de nécessité d'être toujours up-to-date, etc., je pense que ça vous parle. Nous, on y est confrontés également, nos équipes opérationnelles y sont confrontées. Ajoutez à ça un contexte aussi très évolutif, donc tant sur le plan réglementaire, mais aussi sur le plan technologique, hein, comme un peu partout. Et dans ce cadre-là, on se doit, au sein de cette DSI, d'avoir toujours des produits en constante évolution et donc des équipes qui apportent de la valeur en permanence aux utilisateurs. Et les utilisateurs de la DSI de Coopérative U, c'est vous, c'est nous, les consommateurs en magasin. Pour répondre à ces enjeux de transformation qui sont finalement assez communs à beaucoup de secteurs de l'IT aujourd'hui, on a commencé une transformation organisationnelle. La question s'est posée, alors c'était avant que j'arrive, mais je vais quand même vous en parler un peu, je pense qu'il y en a d'autres dans la pièce qui pourraient vous en parler aussi. Cette transformation organisationnelle, elle s'est construite sur un modèle
tiré à peu près d'un modèle, d'un livre qui s'appelle Team Topology, pour ceux qui connaissent. Ah, eh ben alors je ne vais pas tout paraphraser, on va gagner du temps. Team Topology, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée qu'on peut découper une organisation en équipes, équipes plutôt orientées produits, équipes plutôt orientées plateformes, qui mettent à disposition des autres équipes des plateformes, équipes plutôt orientées services, qui mettent à disposition des expertises pour les équipes produits, en simplifiant le sujet. Cette transformation, elle est grandement inspirée de ça, mais pas que. Et puis de toute façon, elle ne s'est pas faite toute seule, donc elle a été accompagnée par ce qu'on nous on appelle le centre Lean Agile et Design, dont je fais partie, dont le responsable est ici dans cette pièce, merci à lui. C'est avec cette équipe qu'on a créé, qu'on a accompagné plutôt la transformation organisationnelle de UTech. Et pour accompagner cette transformation, il y a effectivement le centre Lean Agile et Design, mais il y a d'autres équipes qui contribuent à l'accompagnement de cette transformation. Et parmi les autres équipes, il y a, sans grande surprise, je vais vous parler de l'équipe DRH. Et donc, quand on dit l'équipe DRH, je parle d'un global, mais à l'intérieur de cette équipe, il y a bien différentes typologies d'activités. On va avoir des personnes qui vont plutôt faire du contrat de travail, d'autres qui vont plutôt faire de l'accompagnement des parcours professionnels, du recrutement. Et chez UTech, au sein de la DRH, on a aussi la communication, la marque employeur. Donc, vous voyez, malgré tout, des activités assez variées. Et dans ce contexte de transformation, moi, il m'a semblé très important de développer encore plus une relation de partenariat avec nos équipes opérationnelles. Et ce que je mets derrière le partenariat, c'est d'abord une meilleure compréhension des enjeux et des besoins des équipes. Je parlais tout à l'heure des utilisateurs de nos équipes opérationnelles, donc in fine les consommateurs, mais il y a des utilisateurs intermédiaires, donc les équipes métiers, voilà, avec des relations qui s'instaurent, et puis voilà, il y a les contraintes technologiques, les contraintes de temps, etc. Donc nous, DRH, on a ce rôle en fait de comprendre les contraintes de nos équipes. Et puis la deuxième dimension, c'est que, on l'a dit, hein, entreprise en pleine transformation, nous, DRH, partenaires, accompagnants de la transformation, pour bien comprendre ce que vivent les équipes et les accompagner au mieux, quoi de mieux de la vivre aussi, cette transformation. Et donc, on s'est embarqué dans cette fabuleuse aventure. Tout à fait. Comment on a fait ça? On va essayer de vous résumer ça aujourd'hui. C'est le but de notre conf, rester le plus factuel possible. Si vous avez des questions plus précises, il y aura un temps à la fin pour y répondre. Alors, première chose, donc, entreprise en transformation, toutes les équipes se transforment vers l'agilité. On a parlé tout à l'heure, Thomas vous a parlé du centre Lean Agile et Design avec des coachs qui sont là pour accompagner les équipes. On n'avait pas la capacité à adresser tous les périmètres en même temps. Donc on a procédé à un premier exercice avec les membres du comité de direction qui est un exercice de priorisation. Donc avec une matrice de scoring en fait et des éléments très objectifs, on a identifié les périmètres à accompagner en priorité. En fait, ça c'est notre grille, hein, c'est la vraie grille qu'on a utilisée. Et vous voyez que la DRH arrive en première position. Donc pour vous donner un petit peu d'éléments, les quelques critères sur lesquels on s'est basé, c'est la valeur qu'apporterait l'accompagnement de manière rapide, c'est la capacité à embarquer les équipes, et donc le fait que la DRH arrive en top priorité n'a fait aucun débat au sein du CODIR, c'est-à-dire qu'il était évident que la DRH soit aussi accompagnée pour se transformer et être encore plus support. Méthode du scoring, WSJF revisité avec les critères qui nous étaient nécessaires pour faire cette évaluation-là. Il y a une priorisation des sujets, c'est une chose, mais après la transformation, ça ne va pas se faire juste parce qu'on a décidé que c'était le périmètre prioritaire. Il a fallu accompagner cette transformation, arroser cette amélioration continue dont on vous parlait tout à l'heure. C'est là que moi je suis intervenu en tant que coach agile. J'ai commencé à rencontrer toutes les équipes, toutes les personnes de l'équipe plutôt, et faire le point avec elles de c'était quoi leur contexte, quel était leur niveau d'agilité, quel était leur niveau de connaissance. Et également, il y a un deuxième acteur qu'on a mis dans cette équipe pour pouvoir accompagner cette amélioration continue. C'est ce que nous, on appelle l'Agile Master. Pourquoi Agile Master? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on est plutôt no framework. En tout cas,
aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on soit full framework. Donc on a préféré mettre Agile Master parce que il va maîtriser tous les enjeux de l'agilité, quels qu'ils soient, quels que soient les frameworks et quelles que soient ses appétences. Ce rôle de l'Agile Master, il est là pour apporter un accompagnement un peu plus proximité, plus quotidien des équipes. Donc pas la même temporalité, pas la même proximité avec les personnes de l'équipe RH. Parce que c'est bien l'équipe RH qui se transforme et qu'il faut accompagner. Et cette équipe, là voilà. Là, voilà cette équipe, parce qu'en fait, une fois qu'on a dit qu'on priorisait l'équipe RH, une fois qu'on a identifié les rôles structurants dans cette transformation, on a dit, le cœur du sujet, c'est bien l'équipe, les people, les personnes qui vont elles-mêmes travailler sur leur mode de fonctionnement. Et on a assez vite organisé un séminaire d'équipe, lors duquel l'ordre du jour était de faire notre propre état des lieux. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a utilisé pour ça un speedboat que vous connaissez certainement, donc qui nous a permis d'identifier nos limites, nos forces, nos faiblesses, notre cible. Voilà, je pense que vous connaissez, je ne vous fais pas le détail. Et ce qui est important, c'est que de cette première journée, en fait, ont émergé un certain nombre d'actions, en tout cas de choses à modifier, à améliorer. Amélioration continue peut-être. Et donc, de ce séminaire, on a ensuite organisé d'autres moments et d'autres rétrospectives lors desquelles on a utilisé d'autres outils comme le Gazi, la carte postale. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on est ressorti, et on continue d'ailleurs parce que c'est pas terminé, les rétrospectives, elles sont toujours, on les joue toujours, on ressort à chaque fois avec des actions concrètes identifiées, avec à chaque fois un porteur, une échéance. Et donc, avec ce premier séminaire, ça y est, on était rentré. On avait fait un premier pas dans ce qu'on a appelé l'amélioration continue. Voilà, donc première action, mise en place de cette instance de rétrospective qui n'était pas existante avant dans l'équipe, mais qui a permis de commencer à discuter et de faire découvrir quelques bases de l'agilité, et en particulier la remise en question et initier l'amélioration continue de façon autonome. Suite à ces rétrospectives, l'équipe a exprimé beaucoup de besoins en fait. Il y a eu beaucoup de problèmes qu'ils ont souhaité adresser. Le premier sujet qui est apparu, c'était entreprise qui se transforme. Forcément, sur la dimension RH, pas mal d'impacts, parce qu'à l'origine, c'était plutôt perçu comme ça, des impacts, plein de process à modifier, beaucoup de demandes, etc. Et donc, à un moment donné, une nécessité de raccrocher avec la stratégie de l'entreprise. Donc, dans cette transformation, avec le comité de direction, on avait révisé et réécrit en fait nos principales orientations stratégiques. Et on a fait ce travail de s'assurer que tout ce qu'on adressait sur le plan RH était bien au service des orientations stratégiques de l'entreprise. Alors pour ça, en termes d'outils, pour résumer la situation, ça s'est fait sur un ensemble d'échanges avec les équipes. Elles ont exprimé le besoin de s'aligner, mais qu'est-ce qu'elles voulaient aller chercher par là? Et on en est arrivé à mettre en place cet outil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la matrice d'Oshinkanri. Ceux qui connaissent? Il y en a quelques-uns. Oshinkanri, matrice en X également. L'idée, c'était pas de révolutionner le système. L'idée, c'était qu'on soit pragmatique. On a écrit nos orientations stratégiques d'entreprise. Ces orientations stratégiques, on a essayé de les faire matcher avec nos objectifs de la DRH, au sein de la DRH. Quels étaient-ils et comment est-ce qu'ils adressaient ces différents enjeux stratégiques, en sachant qu'il fallait bien qu'ils en valident au moins un minimum. C'était une bonne façon pour nous de valider que nos objectifs ils étaient en phase avec cette stratégie. Et ensuite, ces objectifs d'équipe, on les a déclinés en projets. Quels sont les grands projets de l'équipe et comment est-ce qu'ils viennent couvrir ces différents objectifs? Je ne vous fais pas le reste de la matrice, mais après, il y a qui est-ce qui s'en occupe, comment est-ce qu'on le fait. Elle n'est pas complétée là, mais on a travaillé dessus. De ça nous a permis d'identifier un certain nombre de chantiers. Et ces chantiers, après, on les a approfondis dans ce qu'on appelle un A3, qui est là. Là, je vous ai pris le plus important, la mise en place de l'agilité et de l'amélioration continue au sein de la DRH, avec une définition claire, le plus clair possible, les attendus de qu'est-ce qu'on veut faire de cette transfo, et un macro-planning, enfin, histoire de mesurer les impacts, où est-ce qu'on va. Et ces fiches, elles sont affichées dans les bureaux pour être visibles et mis à jour au fur et à mesure. Et tous les projets sont couverts comme ça. Et donc, ce qu'on vous a décrit là, donc, ce sont les projets reliés à chaque fois à la stratégie de l'entreprise.
mais ces projets, en fait, ce sont plutôt des montagnes. Et ces montagnes, on les a découpées en tas de sable. Et ces tas de sable, on a fait en sorte de les prioriser parce que tout simplement pas possible de tout adresser en même temps au regard de la capacité de l'équipe, mais aussi de la capacité d'absorption de l'entreprise. Donc on a procédé à une priorisation de nos sujets ou tas de sable. Pour prioriser tous ces petits sujets qui étaient finalement un ensemble de choses à faire, encore une fois, on a été très pragmatique. Avec l'Agile Master, on a poussé un outil très simple qui est la matrice de priorisation. Nous, on a pris la dimension faisabilité et impact. Alors la première fois qu'on a joué le jeu, tout était à fort impact avec une faisabilité tout à fait raisonnable. Donc on a itéré dessus, on a essayé de raisonner et vous voyez qu'aujourd'hui on est arrivé sur quelque chose de plus éparse. On a revu ce qu'on appelait faisabilité, on a revu ce qu'on appelait impact. C'est pas parce que c'est RH que tout a de l'impact. Pensez à vos métiers, c'est pas parce que c'est métier que tout a de l'impact. C'est pareil. Et tout simplement on a créé cette matrice et aujourd'hui on a bien identifié quels sont les sujets qu'il faut traiter en priorité. Ça, c'était les enjeux de priorisation. Exactement. Une autre problématique qui était ressortie de nos premières rétrospectives, c'était nos réunions. Alors, réunions au sens moment d'équipe, là on parle de réunions internes à l'équipe DRH. On avait jusqu'alors un daily stand-up qui s'effectuait, comme son nom l'indique, tous les jours. C'était tous les matins, pendant un quart d'heure. Toute l'équipe se réunissait pour partager les prios de la journée, etc. Quand je dis toute l'équipe, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des périmètres très, très variés. Et en fait, l'équipe remontait le fait que finalement, ça semblait pas très efficace, un peu un sentiment de perte de temps même par moment, mais avec quand même une difficulté à s'en détacher, parce que c'était quand même un moment dans la journée où toute l'équipe se retrouvait, donc il y avait quelque part un côté rassurant. Et donc on a rechallengé ce moment en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de différent ? Oui, parce que là, on est clairement dans le cargo culte, quoi. On a intégré, il faut faire des délits, toutes les équipes font des délits, on fait aussi des délits. Mais pourquoi faire ? À quoi ça sert ce délit ? Pourquoi est-ce qu'on fait un délit dans le Scrum ? Parce que quand on n'a pas de sprint, pas d'objectif de sprint, ça n'a pas de sens. Donc on a questionné le sujet, avec l'Agile Master, ce qu'on a proposé, c'est tout simplement de supprimer la réunion. Au début, il y a un peu de réticence, non, c'est important qu'on se retrouve quand même. Et on supprime, on voit ce que ça donne. Et vous notez ce qui vous manque. Et on verra bien ce qu'on fait avec. Et on est passé de ça, en termes de charge d'agenda, à ça. Ce qui n'est pas si mal. L'idée, après, une fois qu'on a expérimenté, ça a été de reprendre les feedbacks de chacune des personnes de l'équipe et de leur demander alors qu'est-ce qui vous manquait. Et à partir de ça, on a travaillé dans un template, qui est celui-ci, chacun des rituels de l'équipe. Là, c'est plus devenu des réunions, c'est devenu des rituels. On a cadré pourquoi est-ce qu'on faisait ce rituel. Il a un objectif. C'est quoi l'objectif qu'on cherche à atteindre? On n'est pas là pour se réunir, on cherche à atteindre l'objectif. Et une fois qu'on a décrit cet objectif, on va pouvoir en définir les participants, les animateurs, la fréquence, la durée, les entrants, mais surtout le déroulé. On n'improvise pas à chaque réunion qu'est-ce qu'on a à faire. C'est simple, c'est le déroulé, il est là, il est toujours le même. Les animateurs de cette réunion peuvent changer. Là, on est sur une animation tournante sur celui-là. Et on n'a plus besoin de se voir tous les matins, on va se voir une fois par semaine. Mais on a cadré que cette réunion, elle vient bien adresser un besoin, qui est celui qui a été exprimé par l'équipe. Et vous doutez que ça, après, on l'a fait sur tous les rituels. On l'a fait sur toutes les réunions. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un travail qu'on a fait au début de notre transformation, parce que c'était un besoin important au démarrage. Mais toujours dans cette logique d'amélioration continue, en fait, ça vit. C'est pas parce qu'il y a 10 mois, on a identifié que c'était ça qu'il fallait faire qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et à titre d'exemple, en fait, il y a pas moins de 2 semaines, lors d'un des rituels lors desquels sont présents moi et les managers de l'équipe RH, on a identifié un manque, en fait. Un manque sur notamment le partage sur l'avancement de nos projets, etc. Et on s'est dit, voilà, comment on revoit les choses. Pour l'instant, on est parti sur la création d'un nouveau rituel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le template et j'ai planché sur l'objectif en me disant qu'est-ce qu'on cherche avec ce nouveau rituel, et là donc on est en train de le mettre en place. Donc on a essayé de redonner du sens de façon très pragmatique aux équipes. C'était un besoin fort, on marre de faire des réunions qui servent à rien, mais il y avait aussi un besoin, c'était améliorer les échanges dans l'équipe. Effectivement, parce que donc on a parlé des réunions, mais la communication au sein de l'équipe, elle ne se fait pas que en réunion. La réunion, elle est posée dans l'agenda, etc. Mais il y a aussi plein d'échanges qui se font de manière informelle.
Et en fait, dans ce cadre-là, l'équipe remontait notamment, en tout cas, me concernant, un manque de disponibilité. Linda, finalement, moi, il y a des choses que j'arrive pas à t'adresser parce que je te croise pas, c'est des petits trucs, mais j'ai besoin de te voir 5 minutes par-ci, par-là. Et finalement, si ça se passe pas, je freine mes activités. Donc, comment on peut résoudre ça? Et on y a réfléchi. Et ça s'est traduit par la disposition, en fait. Ça, c'était l'organisation de l'open space. Ici, vous avez la partie plutôt que je qualifierais d'opérationnelle, sans aucun préjugé. La partie management. Et là, il y avait une cloison, une porte et le bureau de Linda. Très classique. Des modèles organisationnels à l'image des modèles de communication. C'est comme ça que c'était fait. Avec Linda, on a échangé pas mal là-dessus. Et ce que je lui ai proposé, c'est qu'elle expérimente le fait d'aller se poser dans l'open space et de voir ce que ça faisait. Fais l'expérience pendant 2 semaines. Le matin, au lieu d'arriver dans ton bureau, tu vas t'asseoir sur un bureau. En fait, il y a des bureaux qui ne servent pas. Et tous les jours, tu notes ce qui s'est bien passé et où si, non, il y a un manque, en fait, j'ai pas quelque chose que j'avais avant et là, il me le manque. Et tu factualises tout ça, tous les jours, pendant 2 semaines. Bon, finalement, ça a duré 3 semaines, parce que calendrier. Et au bout de 3 semaines, tu es revenu me voir et tu m'as dit, en fait, j'ai pas besoin du bureau. Donc, on a travaillé ensemble avec l'équipe à savoir, ok, si demain on change tout ça, comment vous voyez vos bureaux à vous de demain? Et après des échanges, chacun a pu proposer différentes choses. On avait créé un joli open space en papier, tout le monde a pu faire ses propositions. Et à la fin, on a voté et ils sont arrivés à l'organisation qui est celle-ci. En fait, on a décloisonné l'open space, on a mis Linda en plein milieu, c'est la proposition qui a été faite, et on a réparti les managers dans leur pôle pour qu'ils soient plus proches de leurs collaborateurs. Finalement, on a éclaté le modèle de communication, on se rend compte que là, on est sur quelque chose où tu es au cœur des échanges, tu captes beaucoup plus de choses, et on a même réussi à créer un espace en bas, qui est un espace de convivialité, où il y a les petits déj pour les nouveaux arrivants, il y a le management visuel dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, on a même gagné de l'espace. Exactement. Et pour la petite anecdote, en fait, le premier jour de l'expérimentation, alors ça va été expliqué et travaillé avec l'équipe. Premier jour de l'expérimentation, j'arrive, je m'installe dans le bureau et là, il y a une collaboratrice qui arrive avec un post-it, 3 tirets, 3 sujets sur son post-it en, 3 minutes et demie. Elle avait pu voir les points qu'elle avait à voir avec moi et ça lui a débloqué un certain nombre de sujets. Et donc, voilà, j'ai commencé à noter mes points positifs. Et puis aussi, pour petite précision, même les DRH n'ont pas besoin de bureau individuel. Je vous garantis que ça fonctionne. Même pour les questions de confidentialité, ça peut marcher différemment. Pour être complètement transparent là-dessus, aujourd'hui, ce décloisonnement du bureau, il l'a même pris dans d'autres directions. Et aujourd'hui, il y a les autres directeurs qui sont en train de sortir. Les collègues du CODIR sont en train de s'y mettre. Exactement. Ça, c'était l'espace, en fait, pour améliorer les échanges et centraliser les modèles de communication. Mais il y avait aussi une autre dimension qu'il fallait qu'on adresse, c'est la prise de décision. Ouais. Le fameux goulot d'étranglement. Donc là aussi, on était sur un mode de fonctionnement assez centralisé. Les décisions, qui les prend? C'est la DRH, c'est moi. Donc finalement, et avec les disponibilités que j'avais, on a réfléchi à une manière de faire différemment, là aussi pour plus de fluidité en fait. Plus c'est centralisé et plus la prise de décision est ralentie et on a cherché à décentraliser la prise de décision et à responsabiliser plus les équipes. Alors, qui dit décentraliser, déléguer, agiliste forever, on est tous très management 3.0, delegation poker. Qui est-ce qui ne connaît pas le delegation poker? Bon, j'explique pas comment ça marche. Allez, on va le survoler. Delegation poker, on a déroulé un atelier, on a préparé cet atelier, définir les actions que portait Linda. Quel est ton périmètre de prise de décision aujourd'hui et d'action? On a joué avec tes managers à l'époque, alors aujourd'hui ça a changé, on va le rejouer d'ailleurs. On va le refaire. Quel est notre état aujourd'hui? Où est-ce qu'on veut aller demain en termes de prise de délégation? Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer d'aujourd'hui à demain? Quelles sont les actions à mettre en place? Si tout le monde connaît, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Ou si les timides n'avaient pas osé, vous viendrez me poser la question plus tard. Ok. Alors tout ça,
Voilà, c'est une belle histoire qu'on vous raconte. Ça s'est fait quand même avec quelques difficultés ou quelques contraintes. Notamment un point qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est le fait d'aller jusqu'au bout des choses, en fait. Comme vous l'avez vu, en plus, en démarrage, forcément plein d'idées, plein de choses à améliorer, etc. Et donc, une tendance à ouvrir plein de sujets, à pas clôturer, et puis finalement, à pas aller au bout des sujets. Donc ça, c'est un sujet voilà, sur lequel, aujourd'hui, on essaye de s'autodiscipliner. Et puis l'autre point, c'est on a fait face aussi à un peu de mouvement dans l'équipe, donc des entrées, des sorties, un peu d'absentéisme également. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le naturel fait que c'est l'opérationnel qui revient en priorité. Sauf que ce qu'il faut bien retenir, et bon, c'est toujours plus facile après coup, même si Thomas m'avait bien prévenu là-dessus, l'amélioration continue, il faut y consacrer du temps. C'est-à-dire que si votre équipe a un plan de charge à 100% et qu'il n'y a pas une place pour cette amélioration continue, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut accepter par moment de ralentir l'opérationnel pour se consacrer à l'amélioration continue, ce qui permettra ensuite de réaliser l'opérationnel plus rapidement. Le petit chariot, il faut changer les roues carrées, il faut s'arrêter de tirer pour pouvoir changer la roue, tout ça. Voilà. Donc des contraintes, évidemment, on en a eu. Mais même avec ces contraintes, il y a quand même... avec contrainte ou pas contrainte, il nous reste des étapes à franchir. On a identifié des sujets sur lesquels on veut aller. Il y en a un particulièrement qui me tient à cœur. Il est temps qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup d'agilistes à qui ça va manquer sinon. C'est l'approche utilisateur. On en parlait ce matin. Et nos utilisateurs dont on parlait dans tout ça. Où est-ce qu'ils sont? Nos utilisateurs, où sont-ils? Alors, quand on parle des utilisateurs de la DRH, c'est qui? C'est les collaborateurs de l'entreprise, c'est les managers, c'est nos candidats à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, concernant nos utilisateurs, on va chercher à être plus proches, notamment avec un recueil de feedback. Donc, on a commencé voilà, des premières actions, notamment avec une enquête qui est aujourd'hui réalisée une fois par an, où on va questionner les collaborateurs sur la manière dont ils vivent l'entreprise, sur leurs attentes. Et donc, on en ressort un certain nombre de sujets qui nous permettent d'améliorer nos dispositifs ou d'en créer de nouveaux. Et puis, une nouveauté, parce que, donc là, c'était le feedback, mais sur les conseils de notre coach, on va essayer d'aller chercher encore plus à la source le besoin de nos utilisateurs. Et là, on va expérimenter. C'est tout nouveau, c'est un dispositif qu'on a baptisé Parlons RH. C'est tout simplement un petit déjeuner auquel on convie une vingtaine de collaborateurs et l'objectif c'est de pouvoir aborder avec eux des thématiques que nous on a identifiées parce que ce sont des thématiques d'actualité, mais aussi de laisser un champ libre pour les thématiques que eux souhaitent aborder. Donc là c'est vraiment une phase expérimentale. La première session se jouera la semaine prochaine, donc je ne peux pas encore vous faire de retour là-dessus, mais l'idée c'est vraiment ça, d'être au contact direct de nos utilisateurs. Et le contact des utilisateurs, ça nous amène à un autre sujet. Aller chercher le besoin utilisateur. Si on va chercher de plus en plus le besoin utilisateur, il y a une fonction qui émerge. Nous, ça pose des questions sur les différents rôles de l'équipe. Et le premier rôle auquel on pense, c'est le fameux product owner de la méthodo. Est-ce qu'il a lieu ou pas lieu d'être dans notre équipe RH? C'est une vraie question qu'on va commencer à adresser là. Au regard des retours du Parlons RH, au regard de l'analyse de ses besoins, tous les enjeux de priorisation que porte le PO, comment est-ce qu'on les traite demain, comment est-ce qu'on les traitera demain dans l'équipe. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être un rôle par entière, si c'est une partie de ton activité, si ça va être une partie des rôles des managers, ça va se poser, mais il va y avoir un sujet autour de ça. Il y a un deuxième sujet de rôle, c'est ce rôle de l'Agile Master dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une personne fort compétente qui porte ce rôle chez nous, mais qui est indépendante et externe à l'entreprise. Et il s'avère qu'on se rend bien compte de la nécessité de ce rôle, qui est nouveau dans l'équipe. Donc on a décidé de l'internaliser. On va faire en sorte que ce rôle il reste pérenne dans la transfo. On l'a fait à la fin ? Et ensuite, il y a une dernière notion qui est la polyvalence de ces rôles. On va parler de comment est-ce qu'on va peut-être désiloter ces grands silos que sont le métier du recrutement, le métier du développement RH et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut créer plus de résilience dans cette équipe, si jamais résilience, il y a besoin d'aller chercher quoi. Cette résilience, elle va aussi se traduire par une notion de performance de l'équipe. Quelle est la performance de l'équipe et quelle est sa résilience? Et sur le sujet de la performance, c'est justement une thématique sur laquelle on s'est
pas encore vraiment penché. Mais voilà, on a initié cette transformation il y a maintenant quelques mois. Il est temps maintenant de se dire, ben voilà, comment on mesure notre performance, c'est-à-dire l'avant, après, qu'est-ce qu'on veut gagner et comment on y va. Alors effectivement, là, en ce moment, on a un sujet très concret hein, dans l'équipe, c'est mettons des indicateurs. On est en train de se transformer, qu'est-ce qu'on transforme, comment on va le transformer, est-ce qu'on aura atteint nos objectifs de transformation? De quoi parlons-nous en fait? Il y en a pour lesquels c'est plus ou moins facile à mesurer. Je suis dans le recrutement, je mesure mon délai entre la première fois où je reçois un CV et la fois où j'embauche la personne. Ça se factualise assez bien, la notion est bonne, l'indicateur, on le challenge, elles ont plein d'idées pour aller améliorer ce processus de recrutement et l'accélérer. Elles veulent le rendre de plus en plus court. Oui, je dis elles parce que ce sont des filles. Voilà. Par contre, quand on parle de développement RH de l'entreprise, la partie on met des formations en place dans l'entreprise pour que les gens développent leur carrière. Les indicateurs, ils sont un peu plus flous à aller chercher. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de travailler. Ok, mais comment est-ce qu'on met de l'indicateur sur chacun des périmètres de la RH, qui est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, très large en fait. Après, cet indicateur, on le veut quand même. On le veut pas pour challenger les équipes en leur disant tu as atteint ton objectif ou tu l'as pas atteint. C'est pas ça l'objectif de l'indicateur. Pour nous, l'indicateur, on le veut comme donner une trajectoire de. C'est ça notre stratégie de la transfo à la RH, c'est aller vers ça. Et pour le coup, l'indicateur est un moyen de dire tant que cet indicateur il n'est pas à la couleur que je souhaite, ça veut dire que j'ai encore de l'amélioration à aller chercher. Il faut vraiment le percevoir comme ça. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de transmettre aux équipes. À l'équipe, c'est votre indicateur, il vous donne une trajectoire. Et maintenant, itérer pour trouver de l'amélioration là-dedans, pour aller vers une amélioration de cet indicateur. On s'en fout qu'il ne soit pas vert. Ce qu'on veut, c'est un seul indicateur ou deux max, et ce sont ça les priorités de transfo, qu'on ne transforme pas tout partout, dans tous les sens. Ça sont les prochaines étapes. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Il est temps d'arriver à la conclusion, ou d'ailleurs les conclusions. Les conclusions. On va plus mettre un S. Deux conclusions, c'est vrai. Donc chacun sa conclusion. C'est ça. Je laisse commencer. Alors, ma conclusion, donc on a jusqu'alors adressé plutôt la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui est le plus visible de l'équipe RH. Au passage, l'équipe, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est une équipe qui était très demandeuse, qui est toujours d'ailleurs très demandeuse et très engagée en fait dans cette transformation. Et on a adressé en priorité ce qui était le plus visible pour l'équipe. Maintenant, on l'a vu tout à l'heure, il nous reste un certain nombre de choses à mettre en place également. Et ça, c'est ce qui est peut-être un peu moins palpable ou pas directement en tout cas. Et là, on va arriver dans ancrer nos pratiques, etc. Et puis le deuxième point que je voulais partager en conclusion, c'est que là, on a beaucoup expliqué les bénéfices de ce nouveau mode de fonctionnement pour l'équipe RH, mais in fine, évidemment, tout ça, c'est bien au service de l'entreprise, c'est pas pour nous qu'on se transforme. Et donc, pour l'entreprise, on a aussi constaté plus de rythme, en tout cas, dans la manière de livrer les différents sujets, les différents dispositifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mindset a changé, en fait. L'état d'esprit est devenu différent et l'équipe, en fait, se challenge régulièrement, se remet en question régulièrement. Et donc, on va sur des expérimentations plus facilement, en acceptant que les choses ne soient pas toujours nickel, complètement sèches. Et puis, on délivre de la valeur en continu. On a commencé à délivrer de la valeur en continu. Tout à fait, c'est vrai. Moi, j'ai une deuxième conclusion à ça. Je partage intégralement ça, il n'y a pas de débat. Mais pour en revenir à notre sujet d'origine, ma chère voiture, ta voiture, je l'appelle. Il y a un moment où ce qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est le fait que créer une transformation où on cherche à faire évoluer un modèle de production, à l'optimiser au maximum, sans prendre en compte ce qu'il y a autour, la voiture, elle n'ira jamais à 300, ça c'est sûr. Il y a quelque chose à faire de ces fonctions support. Là, on parle de la DRH. Demain, nous, on a des enjeux pour aller chercher peut-être la DAF, qui est un enjeu fort aussi, si on veut aller challenger un peu les façons de faire. Il y a beaucoup de choses à aller faire là-bas. Il va falloir accompagner toutes ces équipes support pour mettre le moteur dans un espace qui est cohérent avec l'ensemble, quoi. Et le deuxième point pour conclure là-dessus, c'est que, comme vous venez de le voir, il y a des solutions. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas à accompagner la RH, il n'y a rien à faire pour eux, ils ne font pas de Scrum, ils ne font pas de delivery. En fait, si, ils ont aussi des solutions à aller chercher, il y a aussi de l'amélioration continue à faire, il y a aussi des choses à leur apporter. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Après, ça sont nos conclusions, mais ça sont les verbatims des équipes.
de quelques personnes de l'équipe qui ont souhaité contribuer à la conf et partager leur retour. Et je vous laisse le temps de le lire. On a 10 minutes pour les questions. Et là-bas, vous avez le rôti pour la conf. Oui. Vas-y, je t'en prie.